Alors Jean-Paul Chagnolot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IREMO. Alors, rivalité entre l'Iran et les États-Unis, entre chiites et sunnites, attentats commis par des cellules de Daesh, crise politique, économique et sociale, corruption. Quand on lit la presse, les titres sont eux aussi évocateurs. On parle de pays déchirés en miettes. On parle aussi d'une paix impossible. Est-ce le cas finalement, Jean-Paul Chagnolot ? Écoutez, on peut espérer que rien n'est impossible, et surtout pas la paix, mais c'est vrai que l'Irak aujourd'hui condense tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire tous les problèmes qui bouleversent et déchirent le Moyen-Orient contemporain. Et si on prend l'Irak, en quelques mots, je dirais que ce sont des questions qui ne sont pas simplement conjoncturelles, liées à des crises particulières, mais c'est en fait largement structurel. Oui, c'est une crise profonde de plusieurs décennies. En fait, si vous voulez, il faudrait revenir véritablement aux origines de l'État. Alors, on ne va pas le faire très longuement, mais juste une idée simplement. Lorsque l'Irak est créé en 1920-1921 par le mandat britannique, donc par une puissance coloniale extérieure, eh bien, on va mettre sur le trône Faisal, qui est le fils du shérif Hussein de la Mecque. Et donc, c'est une dynastie sunnite qui est à la suite d'un empire qui était sunnite, et par conséquent, d'emblée, dès les origines, on a donc un pouvoir sunnite, et les chiites, qui étaient déjà, comme vous le savez, marginalisés à l'époque de l'Empire ottoman, le seront également en Irak dès cette période-là, pas simplement d'un point de vue politique, mais d'un point de vue social, sociétal, puisque même la question de la nationalité qui s'est posée dans les débuts des années 20, eh bien, faisait que les chiites avaient beaucoup de mal à obtenir une nationalité irakienne, parce qu'on les soupçonnait d'être trop proches de la Perse, et donc c'était déjà une cassure très très profonde. Et puis il faut ajouter à cela que au moment où on crée l'Irak avec simplement deux vilayets, celui de Bagdad et celui de Bassora, et il n'y a pas encore le Mossoul, et ça sera rajouté en 1925 seulement par la Société des Nations pour toute une série de raisons. Et donc en 1927, le nord actuel de l'Irak est constitué par le vilayet de Mossoul, où il y a une majorité de Kurdes. Donc on a d'emblée cette triangulation complexe avec les sunnites, les chiites et les Kurdes, mais les sunnites étant très largement dominants sur le plan politique et social. Je crois que le point de départ est là. Et ça va durer très longtemps. Évidemment, la cassure, c'est avec 2003 qui fait que le régime de Saddam est renversé dans les conditions que l'on sait. Et par conséquent, là, c'est l'irruption des chiites qui prennent littéralement le pouvoir à ce moment-là. Et on pourrait ainsi continuer différentes périodes de l'histoire où on voit bien qu'à chaque fois, il y a des problèmes communautaires, ce qui veut dire que la question de la nation et la question du rapport de la nation à l'État n'est pas réglée. Donc vous voyez, on est sur des questions absolument fondamentales, sans oublier la question kurde qui a traversé toute l'histoire de l'Irak dans des conditions souvent tragiques. On peut en reparler si vous voulez. Voilà, un pays très divisé avec des populations qui ont parfois du mal à cohabiter. Et à l'échelle plus récente, cette instabilité, on peut le dire, elle est aussi nourrie par un jeu d'ingérence internationale, notamment avec les États-Unis, ou encore l'Iran à travers la coalition Hashd al-Shaabi, côté iranien justement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on disait tout à l'heure que tout était au fond un condensé des problèmes du Moyen-Orient, il y a effectivement des ingérences extérieures. Et aujourd'hui, il y a deux pôles, enfin un pôle majeur qui est l'Iran et qui tient très largement une partie, en tout cas, des élites irakiennes chiites, puisque, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'État irakien, je serais tenté de dire, n'en est pas vraiment un, puisque qu'est-ce que ça veut dire un État ? Ça veut dire que c'est une institution qui a le monopole de la violence physique légitime, pour reprendre une classique définition. Et en réalité, il n'y a aucun monopole de la violence, on le voit bien. Et oui, puisque certaines milices peuvent faire preuve justement de violence. L'État est rongé par les milices, et ce qui est extrêmement grave, c'est que ces milices ne sont pas en dehors de l'État, ce qui serait déjà un vrai problème. C'est-à-dire que l'État ne serait pas en capacité d'assurer sa domination sur le territoire en raison des milices, mais parce que aussi de nombreux chefs importants de milices sont au sein même de l'État, c'est-à-dire qu'ils ont des postes importants au ministère de l'Intérieur ou ailleurs, quand ils ne sont pas eux-mêmes ministres. Donc on est dans une situation, on pourrait dire, d'État-milice. Et donc c'est le contraire même d'un État. Ajouter à cela le fait que nous sommes dans un système électoral qui est
fondée sur la proportionnelle et qui donc, et c'est un peu logique la proportionnelle pour que chacun ait une chance d'être représenté au Parlement, mais le problème c'est que ça donne un éclatement énorme du paysage politique. Le parti le plus important aux dernières élections de 2018, il avait 14%, donc ça donne l'idée. Beaucoup de partis étaient entre 10 et 14%, donc aucune force dominante, donc on est dans ces contradictions. Et puis, dans tout ça, il ne faut pas l'oublier, je l'évoquais tout à l'heure, la question kurde. La question kurde qui est tout à fait lancinante parce qu'elle n'a jamais été réglée. Vous vous souvenez qu'en 2017, les Kurdes ont voté leur indépendance, mais évidemment, c'est impossible pour plein de raisons géopolitiques. Donc les Kurdes, entre Soleimani et Erbil, se sentent très loin de Bagdad. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des conférences auprès d'étudiants et j'étais surpris de voir que les étudiants à Soleimani, kurdes, ne parlaient pas l'arabe. C'est-à-dire que la génération d'après 1991 ne parle pas l'arabe ou rarement. Donc c'est vous dire le niveau de cassure, avec en plus la mémoire collective des massacres que d'ailleurs les Kurdes appellent génocide, et à juste titre, des années 87-88. Donc on est vraiment dans cette situation où il y a en fait une multiplicité de conflits qui s'imbriquent et se nourrissent les uns les autres, avec, comme vous le disiez très justement, ces ingérences étrangères qui évidemment pèsent sur toute possibilité de compromis entre ces différentes forces. Et avec tout ça, vous le disiez, voilà un gouvernement qui n'a finalement que peu de pouvoir, en tout cas qui n'exerce son pouvoir pas sur l'ensemble du territoire. Et ça, cette instabilité, pour ajouter donc des problèmes sur les problèmes, ça participe aussi, ça profite au groupe terroriste Daesh qui, bien que ce soit surtout des cellules dormantes, est toujours bien présent en Irak. Bien sûr, parce que ces confrontations qu'on vient d'évoquer brièvement, à certains moments, ont créé des vides. Et ça a été le cas, évidemment, après l'agression américaine contre l'Irak en 2003, où il y a eu véritablement par les Américains une dissolution de l'État et de l'armée. C'est-à-dire du jour au lendemain, des centaines de milliers d'hommes et de femmes ont été renvoyés nulle part, en quelque sorte. Ils étaient membres du parti, ils étaient officiers dans l'armée, ils ont été renvoyés nulle part. Et donc, ça a créé un vide. Et dans ce vide, évidemment, les plus radicaux, à commencer évidemment par Daesh, se sont engouffrés. Et il est clair que Daesh, dans les rangs de Daesh, il y avait des sunnites qui avaient occupé des places importantes dans le système politique de Saddam Hussein. Donc on a effectivement en plus cette dimension qui a été absolument terrible pour les raisons que chacun a en mémoire quand on suit un peu l'actualité de cette région et de l'Irak en particulier. Donc on est vraiment dans ces situations où on voit mal comment, en tout cas dans un avenir proche, on pourrait sortir de tout cela vers une paix, pour reprendre la formule du pape, pour que se taisent les armes. Il y avait une idée qui était forte, juste après l'agression américaine, on a installé une constitution, la constitution de 2005, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, et qui est une constitution fédéraliste. C'est-à-dire qu'au fond, on fait en sorte de donner du pouvoir à chacun. Mais le problème, c'est qu'au lieu que ça soit un pouvoir partagé, c'est un pouvoir divisé. Donc la Constitution, à ce jour en tout cas, a échoué à permettre le dépassement de ces multiples contradictions et affrontements entre les différents groupes qu'on vient d'évoquer. Et puis un dernier mot aussi, c'est important, il ne faut pas penser que les différentes communautés sont une, elles sont elles-mêmes divisées, divisées. Il n'y a pas les chiites. S'il y a globalement une domination chiite, pour des raisons qu'on vient d'évoquer, il y a évidemment des affrontements entre chiites, des divisions entre chiites, entre Kurdes aussi, entre l'UPK de Talabani et le PDK al-Barsani. Il y a historiquement une division profonde. Donc tout ceci fait que c'est extrêmement complexe et donc très difficile d'imaginer, comme le dit le pape, comme le souhaite le pape et comme le souhaite beaucoup de monde, que se taisent enfin les armes. Voilà, une paix très compliquée. Merci Jean-Paul Chagnolot. Je rappelle que vous êtes directeur de l'IREMO.